Bonjour, je vous remercie pour l'invitation à cette journée et je vous demande de m'excuser. Je ne serai pas présent physiquement avec vous, mais enfin, grâce aux moyens de communication, je vais pouvoir présenter un certain nombre de données concernant l'intégration de la santé au travail dans les politiques de santé publique en Europe. Alors, l'exposé que je vais faire repose sur un travail collectif qui s'est traduit en avril de cette année par une publication qui a été coordonnée par 4 personnes, Annie Thébault-Moni, Serge Volkov, Philippe Davzy et moi-même. Et c'est un travail d'ailleurs qui a mobilisé une équipe internationale avec notamment un certain nombre de collègues québécoises, Nicole Vézina, Catherine Lippel, Karen Messing notamment. Et donc la réflexion que je vais essayer de faire avec vous, c'est comment améliorer la prise en compte de la santé au travail dans les politiques de santé publique. Et alors pour faire cela, je vais diviser ma présentation en 2 parties. D'abord, de voir l'importance des conditions de travail et d'emploi dans les inégalités sociales de santé. Et ensuite, de voir de façon alors très rapide et sommaire un certain nombre d'expériences, de dispositifs qui ont été mis en place en Europe pour améliorer les rapports entre la santé publique et la santé au travail. Et puis, pour la fin, je me livrerai à quelques réflexions qui devraient permettre de lancer une discussion. Alors le premier point, donc, c'est le rôle des conditions de travail et d'emploi dans les inégalités sociales de santé. Alors je crois que la tendance dans la plupart des pays développés, et en tout cas c'est la tendance que nous observons en Europe, c'est qu'il y a dans bien des domaines un accroissement des inégalités sociales de santé. Et donc ça c'est évidemment quelque chose de particulièrement inquiétant. En un sens, ça traduit un échec ou en tout cas un manque d'efficacité des politiques de santé publique parce que je crois que de mon point de vue, la justification principale, la légitimité d'une politique de santé publique, c'est la réduction des inégalités sociales de santé. Autrement dit, on ne doit pas évaluer les politiques de santé publique sur la base d'indicateurs sur la population générale, comme par exemple la progression en termes d'espérance de vie ou l'espérance de vie sans incapacité ou tel indicateur de morbidité. Je trouve que ce qui est beaucoup plus important pour évaluer l'efficacité de ces politiques, c'est de mesurer les distances, les écarts qui peuvent exister entre les groupes socio-professionnels, les distances qui peuvent exister entre les hommes et les femmes, et en fonction d'autres critères sociaux. Et là, malheureusement, ce que nous observons en Europe, c'est le maintien et dans un certain nombre de cas l'aggravation des inégalités sociales de santé, même si on prend alors les indicateurs formulés en termes de moyenne sur l'ensemble de la population, on peut dire qu'on n'est pas dans une situation de crise sanitaire grave, il y a certainement sur un certain nombre de questions des préoccupations importantes, mais voilà, le système de santé publique de ce point de vue-là ne donne pas l'impression de ne pas fonctionner. Mais après, quand on creuse les choses et qu'on cherche à analyser les inégalités sociales de santé, là on se voit que la situation est nettement plus préoccupante. Alors je ne donnerai que quelques éléments, et on pourrait passer des heures et des heures évidemment à développer ces points. D'abord, ce sont les données dont on dispose pour la France en ce qui concerne l'espérance de vie. Alors pour l'espérance de vie tout court, calculée à l'âge de 35 ans, en ce qui concerne les ouvrières, on constate une espérance de vie diminuée par rapport aux femmes qui sont des cadres supérieurs. Alors là, l'écart n'est pas immense, il est de 2,3 ans, ce qui est quand même significatif. Mais par contre, quand on passe à un deuxième critère qui est l'espérance de vie sans incapacité, l'écart est beaucoup plus important. Donc 2,3 ans d'écart entre les femmes ouvrières et les femmes cadres supérieurs pour l'espérance de vie tout court. Par contre, on a 8,6 ans d'écart entre les femmes ouvrières et les femmes cadres supérieurs si l'on pose la question de l'espérance de vie sans incapacité. En ce qui concerne les hommes, l'écart est nettement plus grand pour l'espérance de vie tout court, il est de 5,7 ans, et il est de 9,6 ans pour l'espérance de vie sans incapacité. Donc là, on voit une inégalité fondamentale, puisque c'est l'inégalité devant la mort ou l'inégalité devant l'autonomie, quand on parle d'espérance de vie sans incapacité, c'est une inégalité fondamentale qui est très forte en Europe. Un deuxième élément que je voudrais mentionner, ce sont les inégalités devant les cancers. Et là, on a les données de l'enquête Sumer, dont je vais dire quelques mots plus tard.
Et l'enquête Sumer qui est menée en France montre que 10% environ de la population salariée est exposée à des agents cancérogènes. Et il s'agit ici uniquement des substances qui ont fait l'objet d'une classification comme cancérogènes et mutagènes. Donc il y a d'autres expositions professionnelles causant des cancers qui ne sont pas compris dans cette statistique. Et donc c'est 10% pour l'ensemble des salariés, mais c'est plus de 30% des travailleurs de la construction. C'est plus de 17% des personnes travaillant dans l'industrie, plus de 13% des personnes travaillant dans l'agriculture et environ 6,5% des personnes travaillant dans les services. Et ensuite, si l'on regarde la place dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle, eh bien, pour les cadres, les niveaux d'exposition ne sont pas très élevés, 2,3% contre 10% pour l'ensemble de la population salariée. Dans les professions intermédiaires, on est autour de 7%, mais par contre, dans les professions ouvrières, là, les chiffres sont nettement plus importants, puisque c'est 28% des ouvriers qualifiés et à peu près 19% des ouvriers non qualifiés. Et donc, c'est clair que ces expositions signifient que ce sont des expositions qui ont lieu actuellement, et donc ce sont des prédicteurs des cancers qui viendront dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Et donc ça montre bien que le problème des cancers causés par le travail est loin d'être simplement un héritage du passé, mais que ça reste un problème actuel. On a également des données en ce qui concerne les pratiques de prévention pour les travailleurs qui sont exposés. Et là, on voit que le pourcentage de travailleurs qui bénéficient de pratiques collectives de prévention est très faible. Et donc, dans la majorité des cas, il n'y a pas de véritable prévention, en tout cas pas de prévention efficace qui a été mise en place. Alors, c'est très bien évidemment de produire des connaissances, il faut aussi définir des outils pour des interventions. Et donc là, c'est clair que dans chaque pays d'Europe, la législation joue un rôle important puisqu'elle fixe le cadre dans lequel doivent s'organiser les activités préventives. Et si la législation n'est pas précise, si elle est insuffisante ou si elle n'est pas contrôlée, évidemment, du coup, les politiques de prévention sur les lieux de travail sont d'autant moins efficaces. Alors, l'Europe est composée de 28 pays différents et donc il ne s'agit pas de donner un exposé exhaustif sur ce qui se passe dans chacun des 28 pays. On a un certain nombre d'éléments communs qui viennent des directives communautaires. Ces directives communautaires ont été adoptées principalement à partir de 1989, mais je dirais qu'à partir de l'année 2004, la dynamique législative communautaire s'est arrêtée. Donc il y a eu des politiques néolibérales qui ont été mises en place et qui ont fait qu'il n'y a plus de projet législatif au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a plus de progrès au niveau de tel ou tel État membre, puisque chaque État membre peut aller au-delà des règles minimums qui sont définies par l'Union européenne. Et donc, beaucoup d'États ont effectivement mis en place des dispositifs qui pouvaient être plus efficaces que le minimum qui était prévu par l'Union européenne. Alors, je dirais qu'il y a 3 piliers fondamentaux pour l'intervention dans les milieux de travail en ce qui concerne les questions de santé et de sécurité. Le premier pilier, ce sont les services de prévention. Donc, les services de prévention jouent un rôle important parce qu'ils fournissent une expertise qui, en général, n'est pas diffusée dans l'entreprise. Et donc, ces services peuvent exister sous 2 formes. Soit ce sont des services internes. En général, les grandes entreprises ont la capacité de mettre en place des services internes avec un niveau de développement plus ou moins élevé. Pour les petites et moyennes entreprises, la formule la plus courante, ce sont des services externes. C'est-à-dire ce sont des services qui vont couvrir un ensemble d'entreprises. Alors parfois ce sera sur une base sectorielle, c'est le cas du Danemark, où donc on a par exemple un service qui s'occupe de l'ensemble des entreprises de la construction, un autre service qui s'occupe, mettons, de l'ensemble des entreprises de la métallurgie, etc. etc. Dans d'autres pays, les schémas d'organisation peuvent être différents. Mais dans la majorité des pays d'Europe, on a désormais un système, je dirais, de complémentarité, c'est-à-dire un service interne, et parfois le service interne, c'est juste, je dirais, une personne de référence dans l'entreprise, mais qui joue un rôle très important parce qu'elle permet de garantir que les plans de prévention soient réellement pris au sérieux. Et donc si on avait uniquement un service externe, sans doute que ça ne fonctionnerait pas. Et d'autre part, les services externes, qui eux ont un niveau, je dirais, d'expertise, de spécialisation, évidemment beaucoup plus important que ce qu'on va trouver en général dans un service interne, et d'autre part, qui ont la possibilité de socialiser les expériences. Parce qu'il est inutile de recommencer 25 fois ce qui
a pu bien marcher dans une entreprise. Donc si on se pose le problème de la substitution de tels produits dangereux, mettons dans le secteur du bâtiment, il est clair qu'un service externe qui regroupe des dizaines, voire des centaines d'entreprises du bâtiment, peut intervenir de façon plus efficace que si on cherche en interne chaque fois la solution au même problème. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans les services externes? Alors, de nouveau, je simplifie les choses parce qu'il y a des réalités très différentes d'un pays à l'autre, mais je dirais qu'il y a en tout cas 3 critères importants pour mesurer l'efficacité de ces services externes. Alors, le premier critère, c'est le critère de la couverture universelle. Donc, être sûr que l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur dimension, donc de une personne à plusieurs milliers de personnes, quel que soit leur secteur d'activité, soient effectivement couvertes par des services de prévention. Ça, je crois que c'est vraiment un critère très important. Et dans un certain nombre de pays d'Europe, c'est le cas par exemple pour la Belgique, c'est le cas pour l'Espagne, c'est le cas pour ce qu'on appelle les services de santé au travail en France, il y a effectivement cette idée d'une couverture universelle. Et donc il faut que l'ensemble des entreprises, et donc l'ensemble des travailleurs, aient accès à des services de prévention. Un deuxième critère important, c'est le caractère multidisciplinaire de l'intervention. Autrement dit, suivant les problèmes de santé et de sécurité qui se présentent, il est évident qu'on n'a pas nécessairement besoin des mêmes compétences. Et donc, les services externes, notamment dans le cas de la Belgique, ont été construits sur la base de 5 compétences essentielles. Et donc, dans un service externe, il faut nécessairement que les 5 compétences soient présentes. Ce qui ne veut pas dire que dans chaque intervention, on fera intervenir les 5 compétences. Là, ça va évidemment être au cas par cas, suivant le type de problème qui se pose, on pourra faire intervenir 1, 2, 3 personnes différentes. Là, il n'y a pas de règle générale. Alors, quelles sont ces 5 compétences? D'une part, c'est la médecine du travail. Je crois que la médecine du travail est très importante, à la fois pour assurer une surveillance de la santé des travailleurs, donc recueillir des données qui sont basées sur, je dirais, les atteintes réelles à la santé que l'on constate chez des individus, mais aussi pour déboucher sur des solutions collectives. Et donc là, ça demande certainement aussi, dans un certain nombre de cas, une révision des méthodes d'intervention de la médecine du travail, cette capacité de passer de l'individuel au collectif. Deuxième discipline qui a un rôle important à jouer, ce sont les disciplines de la sécurité. Donc là, c'est sans doute la discipline la plus ancienne historiquement dans, en tout cas, les entreprises industrielles, des ingénieurs ou des techniciens de sécurité. Ça reste une question importante, même si aujourd'hui, il est clair que les maladies causées par le travail causent un problème beaucoup plus sérieux que simplement les accidents du travail. Troisième discipline, c'est l'hygiène industrielle, la toxicologie. Il est clair qu'aujourd'hui, la question des risques chimiques est particulièrement importante, notamment si on prend les données de mortalité causées par le travail en Europe, sur environ 160 000 décès par an, on a 100 000 décès liés à des cancers professionnels. La majorité de ces cancers professionnels sont liés à des expositions à des substances chimiques. Et donc, l'hygiène industrielle a évidemment un rôle important à jouer. Alors, une discipline, je dirais, nouvelle et même en formation, ce sont vraiment des métiers nouveaux qui sont en train de se mettre en place, c'est l'approche des risques psychosociaux. Et donc, quand on dit risques psychosociaux, justement, on voit bien la complexité du problème. Il ne s'agit pas uniquement de psychologie, il s'agit de psychologie, mais il s'agit aussi de social. Et donc, traditionnellement, beaucoup de formations ne permettaient pas d'arriver à une approche globale des risques psychosociaux parce que soit elles individualisaient les problèmes via une approche purement psychologique, soit elles voyaient éventuellement la dimension sociale du fonctionnement de l'entreprise, mais n'allaient pas assez loin dans l'analyse psychologique. Et donc là, il y a vraiment, je dirais, des débats en cours sur c'est quoi la personne qui est la bonne spécialiste pouvant intervenir dans la question des risques psychosociaux. Et je crois que la question de la mise au point de méthodologies participatives, donc qui permettent au collectif de travail de s'exprimer, est un défi fondamental, au-delà de l'existence même de tel ou tel spécialiste. Et puis il y a l'ergonomie, et l'ergonomie, je crois, a un rôle très très important à jouer, surtout quand il s'agit d'une ergonomie participative, c'est-à-dire d'une ergonomie qui s'efforce de recueillir l'expérience qu'ont les collectifs de travail sur le travail réel et qui s'efforce de bien analyser la distance entre le travail prescrit et le travail réel. Parce que là, l'ergonomie peut apporter beaucoup aux préventeurs. Et donc, on a par exemple des expériences qui sont, à mon avis, très positives dans ce qu'on a appelé maintenant l'ergotoxicologie,
et qui permet de vérifier l'efficacité réelle, notamment des équipements de protection individuelle, mais ça peut aussi s'appliquer à des systèmes de protection collective, par rapport à une analyse beaucoup plus fine de ce qu'est le travail réel. Donc ça, c'est pour les services de prévention. Et finalement, un dernier élément, je crois, qui est important et qui est souvent le point faible des services de prévention aujourd'hui en Europe, c'est la nécessité de leur indépendance. Donc, et là, les formules de financement ne sont pas neutres. Personnellement, je suis plutôt en faveur d'un système de mutualisation des coûts qui ferait que les entreprises versent une cotisation déterminée allant vers des services publics de prévention. Mais dans la pratique, en Europe, on a toutes sortes de formules différentes et on a aussi des formules qui sont purement commerciales et du coup qui, à ce moment-là, posent de façon aiguë le problème de l'indépendance des services de prévention par rapport à l'entreprise qui leur verse finalement de l'argent. Alors, un deuxième pilier fondamental, c'est la question de la représentation des travailleurs en santé et en sécurité. Donc, quand on fait des analyses secondaires à partir des enquêtes sur les conditions de travail et qu'on se pose la question sur les pratiques de prévention et qu'on voit que dans certaines entreprises, il y a des pratiques de prévention, je dirais plutôt développées, plutôt systématiques, avec une évaluation des risques, avec des plans de prévention, avec des mesures qui sont réellement adoptées, avec de la formation, de l'information, etc. Eh bien, on s'aperçoit que cette activité beaucoup plus systématique de prévention est fortement corrélée à l'existence d'une représentation des travailleurs pour la santé et la sécurité dans ces entreprises, que vous appelez au Québec les comités de santé et de sécurité. Et donc là, je crois qu'il y a un double défi. Premier défi, c'est qu'on ait ces systèmes de représentation dans l'ensemble des secteurs de l'économie et des services. Et donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de raison que des secteurs soient exclus d'un système de représentation parce que, justement, cette représentation a un rôle fondamental à jouer pour qu'il y ait une dynamique sociale qui porte les politiques de prévention dans l'entreprise. Et puis le deuxième défi, c'est la question des petites et moyennes entreprises. Et aussi, je dirais, du travail précaire, du travail intérimaire, etc. Alors là, il y a quelques solutions qui ont été ébauchées dans certains pays d'Europe uniquement. Il y a notamment la formule de représentation territoriale des travailleurs pour la santé et la sécurité, qui existe en Suède de façon généralisée et qui existe alors de façon sectorielle en Espagne et en Italie dans un certain nombre de régions. Alors, que sont ces représentants? Il s'agit de personnes qui sont des travailleurs travaillant dans une entreprise, dans un secteur déterminé, et qui, à travers leur organisation syndicale, ont été désignés comme représentants pour l'ensemble du secteur sur un territoire déterminé, par exemple une ville. Et donc, ces représentants peuvent intervenir dans l'ensemble des entreprises de leur secteur et de leur territoire. Donc, aller, par exemple, dans l'ensemble des chantiers de la construction d'une ville donnée en Suède. Et évidemment, ça, c'est un facteur très important parce que c'est à la fois un facteur de socialisation des expériences préventives, puisque ces personnes connaissent l'expérience de plusieurs entreprises de la construction différentes et sont à même donc de discerner dans quelles entreprises la prévention fonctionne plus ou moins bien, dans quelles entreprises elle ne fonctionne pas, et donc d'essayer de propager les exemples les plus positifs. Et d'autre part, c'est évidemment un facteur qui permet de couvrir les micro-entreprises qui, sinon, ne seraient pas couvertes. Parce que même si la législation devait établir qu'il peut y avoir des représentants des travailleurs dans la totalité des entreprises, on sait très bien que pour des raisons pratiques, et notamment le fait qu'il y a un nombre plus ou moins important d'entreprises sans présence syndicale, on sait très bien que pour des raisons pratiques, il n'y aura pas des représentants dans chaque entreprise. Et donc le fait d'avoir une représentation territoriale ne se substitue pas à la représentation dans les entreprises, mais elle intervient de manière complémentaire. Et alors, il y a la question de l'inspection du travail, qui est évidemment un élément crucial, parce que c'est très bien d'avoir une belle réglementation, il faut qu'elle soit crédible et appliquée. Et elle ne peut être crédible et appliquée qu'à partir du moment où il y a une inspection du travail, avec, je dirais, à la fois les ressources suffisantes, mais aussi avec les moyens techniques, la capacité d'analyse, etc., etc. Là, malheureusement, dans la majorité des pays européens, on a des problèmes. On a des problèmes parce qu'il y a eu des réductions budgétaires qui ont fait que l'inspection du travail dans toute une série de pays a été affaiblie, non seulement en termes d'inspection du terrain, mais aussi parfois dans sa capacité d'analyse, de recherche, de collecte de l'information.
Et là, l'exemple peut-être le plus négatif, c'est l'exemple britannique. Pendant très longtemps, le Health and Safety Executive, qui avait été formé en Grande-Bretagne au moment de la réforme de la législation sur la santé et la sécurité au travail en 1974, pendant longtemps, c'était apparu un peu comme un modèle d'une inspection qui était à la fois capable d'intervenir dans les lieux de travail, mais qui avait aussi une capacité scientifique réelle et qui faisait un énorme travail d'analyse, de recherche, de divulgation aussi des solutions préventives. Et là, il y a eu des coupes budgétaires, année après année, au cours de ces 10-15 dernières années, qui font que la capacité d'intervention du Health and Safety Executive a été terriblement réduite. Et aussi, et là, on n'est pas sur le terrain quantitatif du budget, mais dans le terrain qualitatif des politiques publiques, il y a eu des injonctions politiques de plus en plus dures de la part des gouvernements pour que le Health and Safety Executive, je dirais, soit peu exigeant par rapport aux entreprises, au nom de la défense de la compétitivité de l'économie britannique par rapport au reste du monde. Alors, il y a un modèle qui continue à produire des effets positifs, en tout cas dans un certain nombre de régions, qui est le modèle italien. Alors, c'est un modèle qui a été mis en place au moment de la réforme sanitaire de 1978, qui a été une réforme extrêmement ambitieuse. Je crois que c'était la réforme sanitaire la plus avancée qu'on ait jamais eue en Europe. Qui est lié évidemment à des mobilisations sociales, qui a aussi été liée à la fermeture des asiles psychiatriques. Enfin, il y a toute une série de dimensions qui ne concernent pas directement la santé au travail dans cette réforme sanitaire. Et le modèle qui a été mis en place est un modèle qui est décentralisé, donc avec des politiques qui sont définies au niveau régional et avec des unités sanitaires locales qui agissent en général au niveau de la municipalité. Et ces unités sanitaires locales ont des missions importantes en santé et sécurité au travail. Alors, dans ces missions, elles ont en quelque sorte une double casquette. Elles agissent en tant que service de prévention, donc elles peuvent aller dans les entreprises, je dirais avec des conseils, en disant voilà, pour améliorer votre situation par rapport à tel ou tel risque, il faut faire ceci ou cela. Et donc, de ce point de vue-là, elles agissent en tant que service de prévention, avec une capacité qui est particulièrement importante en Italie, où on a énormément de micro-entreprises, je dirais, qui est d'avoir une vision territoriale. Et donc, elles agissent souvent sur des bassins d'emploi. Dans telle municipalité, on sait que, par exemple, il y a c'est un exemple que j'ai connu personnellement, des problèmes de cancer liés au fait qu'on travaille beaucoup le cuir. Mais il y a des centaines de micro-entreprises. Donc, l'unité sanitaire locale a cette capacité de dire, nous avons identifié le problème, maintenant nous intervenons dans des centaines d'entreprises différentes qui ont en commun le fait de travailler le cuir, et donc il y a un problème d'exposition à des poussières de cuir. Bon. Ça, c'est un élément. Et puis, la deuxième casquette qu'elles ont, et qui est également importante, c'est une casquette qu'on pourrait comparer à celle de l'inspecteur du travail. C'est-à-dire qu'elles ont une possibilité de contrôler et de sanctionner. Et donc, si elles constatent que dans un certain nombre d'entreprises, on ne respecte pas les règles du jeu, et donc on ne met pas en place les mesures de prévention qui ont été préconisées, eh bien, elles peuvent intervenir exactement comme le ferait un inspecteur du travail, et donc elles peuvent finalement sanctionner, et dans les cas les plus graves, on peut même aller vers des condamnations pénales. Je crois que le modèle qui est de dire des organismes de santé publique peuvent intervenir directement dans les entreprises avec ces deux casquettes, la casquette de service de prévention et la casquette d'inspection du travail, que ça reste une idée très intéressante. Et puis finalement, je voudrais revenir à la question de la dynamique sociale, et là il y a quelque chose qui va se passer l'année prochaine, c'est que l'ensemble des syndicats en Europe, donc des 28 pays de l'Union européenne, ont décidé pour l'année 2016, pour la première fois, de lancer une campagne commune sur une question de santé et sécurité au travail, qui est la question des cancers au travail. Et donc là, on ne peut évidemment pas savoir quels seront les résultats de cette campagne, mais je crois que c'est un élément très positif de voir des syndicats de pays différents, avec des traditions, des cultures différentes, avec aussi des réalités économiques qui peuvent être très différentes, se mettre d'accord et coopérer avec un objectif qui est l'objectif de combattre les cancers professionnels. Alors en conclusion, je vais peut-être abuser de ma position d'observateur extérieur pour formuler un certain nombre de questions et je vous laisse ensuite apprécier si elles sont pertinentes ou si au contraire elles sont parfaitement stupides. Alors, une première question, c'est le fait que parfois, lorsqu'on parle d'intégration de la santé au travail dans les politiques de santé publique, on a une réponse qui me paraît tout à fait insatisfaisante, et cette réponse, ce sont les programmes de promotion de la santé sur les lieux de travail. Alors, c'est très à la mode en Europe, c'est quelque chose de très inoffensif, c'est-à-dire que
Le patronat aime bien ça, les sociétés, les compagnies d'assurance aiment bien ça, etc. Je ne crois pas que ce soit très efficace. Et je sais qu'au Québec, il y a une norme technique, entreprise en santé, qui reprend en gros cette philosophie de la promotion de la santé sur les lieux de travail. Alors, les critiques que je formule sont de trois ordres. La première, c'est que c'est une approche top-down, c'est-à-dire c'est la direction qui définit un certain nombre d'objectifs et puis qui s'efforce de mobiliser autour de ses propres objectifs les travailleurs. Et donc ça débouche immédiatement sur la deuxième critique, qui est que c'est une approche finalement assez naïve ou assez technocratique, parce que c'est une approche qui ignore le conflit. Or, dans bien des cas, et c'est certainement le cas en matière de cancer causé par le travail, ce n'est pas le dysfonctionnement de la production qui produit les cancers, c'est son fonctionnement. C'est son fonctionnement, ce sont les choix de production. Même chose en matière de risques psychosociaux, ce sont les pratiques de management, ce ne sont pas des dysfonctionnements dans le management, ou en tout cas, ce ne sont pas uniquement des dysfonctionnements qui produisent les problèmes. Et donc cette approche top-down, évidemment, évite le problème conflictuel qui est de remettre en cause l'organisation du travail telle qu'elle est. Et d'autre part, je crois que cette approche tend à isoler des comportements qui sont décrits comme étant des comportements individuels de leurs déterminants globaux et notamment de leurs déterminants dans les conditions de travail. Un exemple très simple, on parle d'une alimentation saine. On sait très bien que le travail de nuit est associé à un risque accru d'obésité. Et il ne s'agit évidemment pas là d'une conduite individuelle, il s'agit de problèmes liés à l'organisation du travail et comment cette organisation du travail bouleverse les temps de la vie et donc a des conséquences sur l'hygiène alimentaire. Même chose en matière, par exemple, de tabagisme. On sait, en tout cas en Europe, je ne sais pas quelles sont les données pour le Québec, que les infirmières tendent à fumer plus que les femmes du même âge et de la même catégorie sociale. Là aussi, ce n'est pas parce que les infirmières sont particulièrement, des adeptes du tabagisme, c'est parce qu'elles sont dans des conditions de travail particulièrement stressantes. Et donc, si on n'intervient pas en amont sur les conditions de travail, je crois qu'il est tout à fait inutile et souvent paternaliste et contre-productif de faire des campagnes simplement contre le tabagisme. Le deuxième élément sur lequel je crois qu'une discussion est importante, c'est de se battre contre le mythe suivant lequel il existerait des secteurs à haut risque et des secteurs à bas risque. C'est vrai quand on parle d'un risque déterminé. Donc il est évident que si on parle du risque d'accident mortel, la construction est plus dangereuse que tel ou tel autre secteur. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais si l'on a une vision globale des problèmes de santé au travail, il n'y a pas de secteur à haut risque et de secteur à bas risque. Et donc, en Europe, actuellement, nous menons une bataille là-dessus parce que les milieux patronaux voudraient bien introduire cette distinction dans la législation européenne. Actuellement, elle n'existe pas. Et je crois que dans le cas du Québec, avec la notion de secteur prioritaire, cette division que je trouve très artificielle entre des secteurs à haut risque et des secteurs à bas risque, a des conséquences graves et notamment des conséquences discriminatoires par rapport aux femmes, puisque, comme par hasard, les femmes vont se trouver plus facilement dans des secteurs qui sont considérés comme des secteurs non prioritaires, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne subissent pas des atteintes à la santé. Et finalement, je dirais que la santé au travail, considérée dans une optique de santé publique, implique que l'on voit les entreprises non pas comme des espaces privés, laissés au droit de gérance de l'employeur, mais comme des espaces publics. Et à ce titre, ces espaces publics doivent être régulés, doivent être contrôlés, il doit y avoir une dynamique sociale, il doit y avoir un débat politique sur ce qui se passe dans ces espaces publics. Et alors je dirais qu'il y a, pour moi, quand même une note d'espoir, c'est qu'au cours de ces dernières années, aussi bien au Québec qu'en Europe, on voit qu'il y a des mobilisations sociales. Je sais qu'ici au Québec, il y a eu des mobilisations de la jeunesse pour faire reconnaître l'enseignement comme un bien commun, public, qui doit rester gratuit. Et je crois qu'on peut imaginer le même genre de mobilisation autour des questions de santé au travail.